Alex Nissadu 06 me dit « Tu ne disais ne pas croire à la Ligue des Champions pour Strasbourg. Néanmoins, imaginais-tu une seconde Strasbourg faire un 0/6 contre Angers et Le Havre sur les 2 derniers matchs? Strasbourg aura laissé 15 points en route face aux 6 derniers du championnat. » Non, je ne l'imaginais pas, mais je les imaginais pas battre le PSG non plus. Je les imaginais pas faire 12 matchs sans défaite non plus. Je les imaginais pas enchaîner 5 victoires consécutives à l'extérieur sans encaisser de but. J'imaginais pas grand-chose avec cette équipe de Strasbourg. Je pense qu'il y a eu un retour des choses et je pense qu'à l'arrivée, finalement, 6e ou 7e, c'est une place méritée pour Strasbourg. Pépito me dit « Tu commences tes week-ends avec tes pronos légendaires qui vont personnellement me manquer cet été. » Ah bah oui, ça je peux pas les inventer. Que dirais-tu de clôturer les week-ends avec une équipe type de la semaine après les matchs du dimanche soir? Un petit peu compliqué pour moi de faire une équipe type équitable parce que il y a des matchs qui sont en multiplex et que tu peux pas non plus tout regarder avec vraiment acuité. Et je voudrais pas passer je voudrais pas manquer de respect à un joueur et l'oublier dans une équipe type alors qu'il mérite d'y être. Kéké Détarn me dit 9 joueurs avaient inscrit plus de 18 buts sur 38 journées. Cette saison, il y en a seulement 2 qui sont en plus et pas des buteurs de formation. Est-ce un départ des valeurs sûres comme Mbappé, Openda ou Diallo? Pourquoi semble-t-il avoir un creux au poste de numéro 9? Bon, il y a des joueurs qui ont effectivement pas marqué 18 buts, mais qui ont marqué un nombre de buts intéressant. Emega, 14 buts, sans penalty. Guessant, David, avec beaucoup de penalty, lui, pour le coup. Effectivement, il y avait ces derniers temps beaucoup de gros buteurs en Ligue 1. Là, cette fois, il y en a un peu moins. C'est vrai que les buts ont été un petit peu mieux répartis dans les clubs. Et puis, t'as aussi un mec comme Gouiri qui a fait une super deuxième partie de saison et qui jouait finalement assez peu avec Rennes en première partie de saison. Donc voilà, oui, c'est un phénomène, mais je pense que ça c'est ponctuel. Alex Penon me dit, après sa déclaration au trophée UNFP, la rumeur Cherki au PSG refait surface cette semaine. Est-il selon toi Enrique compatible? A-t-il le coffre pour fournir les efforts demandés par le technicien espagnol? Serait-ce une bonne idée selon toi? À Cliouche m'en paraît une meilleure. Je suis pas convaincu de la valeur ajoutée d'Akliouche au PSG. Il est très bon Akliouche, mais est-ce qu'il est meilleur que les joueurs actuels du PSG? Est-ce qu'un joueur qui va quand même coûter très cher, qui est titulaire à Monaco, peut arriver au PSG et être presque remplaçant au départ ou simplement intégrer la rotation? Je ne le crois pas. Cherki, c'est évident qu'il a peut-être pas le coffre, même si ça se travaille, mais il a le talent, il a la créativité, il a ce côté puncher, coup dur qu'a Désiré Doué, qui lui, pour le coup, a vraiment du coffre en plus, et ça pourrait être une option de plus pour Luis Enrique. En tout cas, je pense que les 2 joueurs seraient des bonnes recrues, mais pas forcément des titulaires en puissance, parce que faut aussi dire ce qui est, va falloir piquer la place aux mecs qui sont en place dans le milieu parisien. Quand tu sais qu'un mec du niveau de Zahir Emery est déjà pas titulaire, c'est compliqué pour lui. À la rigueur, je dirais que le milieu le plus menacé parmi les titulaires, ce serait Vitinha, mais c'est ni Akliouche ni Cherki qui le remplaceront, donc voilà. Yvous me dit Strasbourg si brillant qui perd contre Angers et Le Havre, ça m'a rappelé un peu la France en 93 qui avait juste besoin d'un point contre Israël et la Bulgarie, même si je force le trait. La jeunesse strasbourgeoise a-t-elle craqué face à la pression de l'enjeu final? Alors moi j'ai vu évidemment les matchs, j'étais même à Angers et je réfute totalement cette idée que ce soit à cause de la jeunesse. D'abord parce que c'est un peu trop facile. Quand tout va bien, on parle jamais de la moyenne d'âge de Strasbourg, et que dès qu'il y a des mauvais résultats, on se rappelle que c'est une équipe qui a 21 ans, 4 de moyenne d'âge. Je veux dire, t'étais aussi très jeune quand t'as fait 12 matchs sans défaite, qu'à un moment donné, t'étais l'équipe qui t'avais
T'es la meilleure équipe de 2000. Après, il faut bien voir que quand Strasbourg bat le PSG, à ce moment-là, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 en termes de points en 2025, avec 40 points. Donc, c'est un peu trop commode d'incriminer les jeunes quand ça va pas et de pas en parler quand ça va. Je pense très sincèrement que ce qui a coûté ces 2 victoires à Strasbourg, c'est surtout le manque de profondeur de banc. À Angers, Moreira et Sarr n'étaient pas en état de jouer. Et je pense qu'ils étaient pas plus en état de jouer contre le Havre, ni Bakwa qui boitait dès les 10 premières minutes, et que le manque de profondeur de banc a pénalisé Rosenior, qui s'est peut-être aussi un peu trop entêté avec ces joueurs-là, alors que finalement il aurait très bien pu enlever Sarr et faire jouer Omo Bamidele, voir Sylla en défense. Ce manque de profondeur de banc a été pour le coup pour moi la vraie raison, et puis aussi le fait que Angers et Le Havre ont joué des vrais matchs en face, hein, parce qu'il y a aussi l'adversaire. Keke Detan me dit, on a beaucoup parlé de la saison de Vinicius qui est vraiment ratée, mais peu de celle de Bellingham, notamment en 2025, qu'il est également. Quelle est la cause de cette méforme? Je pense que quand une équipe est à l'envers, comme le Real l'a été quasiment toute la saison, moi, je pense que c'est les joueurs offensifs qui en pâtissent le plus, parce que les joueurs offensifs, ils sont forcément en bout de chaîne, et encore plus Mbappé que les autres, puisque lui, il était au bout du bout dans l'axe de la chaîne. Une défense fébrile, un milieu de terrain absolument pas dominateur, qui ne fait pas de différence par la passe. D'ailleurs, on voit à quel point Modric a été utilisé à 37 ans, c'est qu'il y a aussi un souci. Alors effectivement, après, peut-être que la méforme de Bellingham et de Vinicius a été ajoutée à ces problèmes. Je pense qu'il y a une différence. Je pense que Vinicius, lui, a été marqué au fer rouge par le fait de ne pas gagner le Ballon d'Or et que ça l'a plus que perturbé. Et puis, quant à Bellingham, je pense que il a dû un petit peu changer de rôle du fait de la présence d'Mbappé devant lui, et que ça a nui à son rendement, et puis qu'il s'est mis à moins marquer, et à moins être décisif, et que ça lui a aussi plombé le moral. Keke Detan me dit, Mostafa Mohamed était absent lors du match contre l'homophobie pour la 3e saison d'affilée, et ses justifications sont assez douteuses. Faut-il le sanctionner durement? C'est même plus le sanctionner, il faut qu'il dégage du championnat de France. Je veux dire, moi je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut sur ces histoires de... je ne vois pas en quoi la religion, qui est quelque chose qui est du domaine privé, qui concerne tout à chacun, je ne vois pas où la religion peut primer dans la vie en société, l'expression de ton travail. Je veux dire, il faut bien voir que Nantes joue un match capital pour sa survie en Ligue 1 contre Montpellier, et le mec il plante ses coéquipiers comme ça, en détente. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il y avait eu un coéquipier de Nantes qui avait fait son coming out? Il aurait refusé de jouer avec lui, il aurait refusé d'être dans le vestiaire avec lui. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter avec ça, quoi. Et puis tu es inscrit dans un championnat, tu signes la charte du footballeur, tu es dans un collectif. Ce collectif décide de faire une opération contre l'homophobie. C'était quand même écrit stop à l'homophobie. Alors ok, il y avait le drapeau arc-en-ciel au-dessus, mais bon, tu refuses de jouer parce que tu as un drapeau arc-en-ciel sur ta manche. C'est chaud quand même. Donc dehors, quoi. En même temps, dehors, et puis très franchement, footballistiquement, ce sera pas une grosse perte, en plus. Yvous me dit, Rennes a tout à reconstruire la saison prochaine, quelles seraient tes priorités? Doivent-ils viser l'Europe dès la saison prochaine ou s'accorder une saison de transition? Alors, il y a tout à changer à Rennes, hein, malheureusement. Hein. 2 mercatos catastrophiques, Loïc Désiré qui remplace Massara et à qui je souhaite bien du plaisir, même si je le connais très bien, Loïc, et que j'ai toute confiance en lui. Il y a rien qui va dans cette équipe de Rennes, quoi. T'as acheté des joueurs à des prix et avec des salaires absolument pharaoniques, hein, que ce soit Samba ou Fofana, encore plus Fofana, qui en plus est même plus titulaire avec Bale. Donc voilà, et plus Altamari qui a rien à faire là, l'attaquant japonais qui arrive du Celtic, il y a rien qui va en fait dans cette équipe. Donc il y a un travail très profond à faire
peut-être trop profond pour viser la Coupe d'Europe dès la saison prochaine. Je pense que il faut que le club retrouve une âme, que le Horizon Park retrouve de la fierté pour de voir jouer son équipe, et puis que les résultats ils viendront peut-être dans un deuxième temps. Fred Lichtel me dit, depuis que la Ligue veut créer sa propre chaîne, plein de monde se déclare intéressé pour les accompagner. J'ai du mal à comprendre comment on peut avoir confiance, par exemple, en DAZN pour cette nouvelle collaboration. C'est vrai que c'est très étonnant de voir qu'il y a autant de candidats pour s'occuper de cette chaîne. C'est très très étonnant parce que à la fois ces chaînes ne sont pas intéressées pour payer, mais elles sont intéressées pour distribuer. Ce qui prouve que le produit il est pas si pourri que ça, et qu'il y a derrière ça une espérance de faire un bon business. Donc ça va être à Nicolas de Taverneau d'être très très malin pour faire le bon choix. Moi encore une fois, vous le savez, je n'ai plus d'action moi à Canal. Je n'ai aucun espoir et même aucune envie d'y retourner. Donc quand je milite pour Canal, c'est de façon totalement désintéressée. Je pense que Canal, encore une fois, a le meilleur savoir-faire. Je pense que Canal sera, avec beIN, le distributeur qui remettra le plus d'éclat sur ce championnat et qui permettra peut-être au fil des années d'avoir de nouveau un rendement financier un petit peu supérieur à ce qu'il n'est aujourd'hui. Winter Joseph me dit, tu disais préférer regarder les matchs sans trop de monde autour de toi, pourtant tu n'étais pas seul pour les deux PSG Arsenal. Comment tu l'as vécu? Ça t'a dérangé ou t'as réussi à te laisser porter par l'ambiance malgré tout? Oui, c'est vrai, j'aime pas trop regarder les matchs avec des gens, parce que j'aime pas tellement parler pendant les matchs, parce que c'est vrai que, bon, en plus, avec mes débriefs vidéo, je suis un petit peu concentré sur ce que je vais dire tout le temps, tu vois. Bon, là, c'est avec des très très bons copains, et puis que c'est devenu une tradition depuis cette saison de se retrouver pour les matchs de Ligue des Champions du PSG, ce qui est assez savoureux pour des gens qui sont tous des Baulois, mais voilà, c'est des Baulois qui supportent le PSG. Là, je peux même vous dire qu'il y en a qui ont acheté des fumigènes pour la finale, où on va regarder ça dans le Café Gourmand, le bar des Scoublac, en haut de la ville de La Baule, à côté de mon ami fleuriste Moff, Xavier, qui a Fleur de Toscane. Donc si vous voulez passer, si vous êtes dans la région et que vous voulez passer regarder le match ou me faire une bise, ben vous savez où on sera le soir de la finale. Ouais, je regarde ça. Ce qui me gênait, c'est d'avoir à faire mes vidéos dans le bar, mais visiblement les retours sont plutôt sympas. Ça a l'air de vous plaire, qu'il y ait un peu d'ambiance autour de moi. Bon, même si en plus la dernière fois, j'ai mes copains qui sont venus faire les fous derrière moi. Donc voilà, écoutez, j'essaye d'être un petit peu flexible.